Julie Guillaumeau, chef du service vidéo au département son vidéo multimédia de la BNF, ainsi qu'Olivier Loiseau, chef du service acquisition et collection géographique au département cartes et plans de la BNF. Bianca Dacosta, donc, pour présenter rapidement cet artiste, puisqu'évidemment, on va revenir tout au long de la séance sur cette personne, sur cette œuvre. Mais donc voilà, artiste visuelle brésilienne, conceptrice de films, d'installations, de photographies, qui est en résidence depuis l'automne 2023 à la BNF et pour 2 ans. Ce cycle de webinaires s'inscrit dans la saison France-Brésil 2025, qui est organisée et mise en œuvre pour le Brésil par l'Institut Guimarães Rosa, sous la tutelle du ministère des Relations extérieures, du ministère de la Culture, de l'ambassade du Brésil en France et du commissariat brésilien, et pour la France, par l'Institut français, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, de l'ambassade de France au Brésil et du commissariat français. Il y a 2 volets, puisqu'il s'agit d'une saison croisée. Donc d'avril à septembre, c'est le Brésil en France, et d'août à décembre, la France au Brésil, avec une programmation variée dans les 2 pays. Pour l'ouverture de la saison à la BNF, et bien donc, cette séance est consacrée à notre résidente artistique Bianca. Le format virtuel est dans l'idée que l'on puisse se connecter où que l'on soit dans le monde, avec évidemment peut-être des personnes au Brésil. Je vois quelques noms qui sont un peu loin de, de nous, et puis aussi en région en France. Le but de notre séance, donc on est ensemble jusqu'à 15 heures environ, c'est de donner à voir le travail de recherche de Bianca au sein des collections de la BNF pour vous rendre curieux aussi bien des collections de la BNF que bien sûr du travail de Bianca, qui sera donc restitué par une œuvre fin 2025 qui a pour titre provisoire Delirio Tropical, délire tropical. Et voilà, nous aurons un temps de questions à l'artiste en fin de séance, bien sûr. Pour les autres rencontres de la saison France-Brésil à la BNF, des rencontres à la bibliothèque proprement dite, ce sera sur le site Richelieu, notamment le 12 mai, avec une lecture rencontre de Triste Tropique de Lévi-Strauss, un concert le 12 juin, une table ronde consacrée à la photographie brésilienne le 13 juin. Vous retrouverez tous les détails de cette programmation sur le site BNF, rubrique agenda. J'ai mis des informations dans le chat. D'ailleurs, de façon générale, n'hésitez pas à utiliser le chat durant cette session si vous avez des questions à poser, même s'il y a un temps de questions en fin de séance. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà intervenir grâce à ce chat. Le cycle, pour en dire 2 mots, donc le cycle des 7 séances du webinaire, eh bien, c'est l'idée de montrer l'actualité de la recherche franco-brésilienne à la BNF, puisque la BNF reçoit de nombreux chercheurs brésiliens et qu'il se passe beaucoup de choses. Et cette activité en témoigne notamment le site France-Brésil, qui fait partie de la collection Patrimoine partagé de la BNF. Ce site existe depuis 2009. C'est un site qui comporte des centaines de documents qui sont issus des bibliothèques numériques, donc comme Gallica de la BNF, la bibliothèque digitale nationale de la Bibliothèque nationale du Brésil, Manioc, bibliothèque donc de la Caraïbe, Plateau des Guyanes et Amazonie, la Brasiliana qui est reliée à l'Université de São Paulo. Et ce sont des documents qui sont contextualisés par des articles de spécialistes. Et je salue notamment la présence de Madame Pingeon qui a contribué à ce site et qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà, d'une manière ou d'une autre, donc tous les événements qui font partie du cycle trouvent un écho sur ce site France-Brésil. Le présent donc, webinaire nous conduit d'avril à décembre avec 7 séances sur des thématiques variées. Aujourd'hui, ce sont les enjeux mémoriels et l'anthropocène que questionne Bianca Dacosta. En mai, nous reviendrons sur la publication des carnets d'expédition de Lévi-Strauss chez les Nambiquara. En juin, ce sera la photographie afro-brésilienne. Il y aura une pause en été. En septembre, ce sera consacré à la presse brésilienne et les influences françaises.
En octobre, l'empereur Pierre II et ses liens avec la France, sachant que c'est aussi son bicentenaire de naissance. En novembre, ce sera une séance consacrée à la cartographie et en décembre, à la littérature jeunesse. J'ai beaucoup parlé, je vais rapidement céder la parole à mes collègues. Vous avez non, des précisions plutôt techniques dans le chat. Si vous avez besoin de transcription en français ou de traduction simultanée, c'est possible. Il y a un même identifiant pour les 7 séances à venir, donc ce que vous avez utilisé aujourd'hui pour vous connecter à Zoom sera valable les autres mois. Et puis, donc voilà, on va passer à la présentation du dispositif de résidence par Julie Guillaumeau. Ensuite, il y aura une présentation de l'artiste, un extrait de son film Intérieur d'Acter, une présentation des sources utilisées et puis un temps d'échange. Julie, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Maude. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. La résidence numérique de la BNF existe depuis 2018. Elle est en fait mise en place par le service des manifestations à la BNF. Euh, là, c'est pour saluer le travail à la fois de Cécile Amont, la chef de service, et de Frédéric Ramirez qui suivent les artistes qui sont accueillis en résidence. Alors, en fait, elle est soutenue par la fondation Simone et Sino Del Duca Institut de France, qui permet de la doter à l'origine de 4 000 euros pour un an de résidence. L'enjeu de cette dimension numérique, en fait, elle est moins dans le fait de travailler sur Enfin, en fin de compte, ce qu'on appelle numérique, c'est plutôt qu'elle est liée au département son, vidéo, multimédia de la BNF, donc qui conserve les collections d'images animées, les collections d'enregistrements musicaux, d'enregistrements sonores et aussi de documents électroniques, de jeux vidéo. Et depuis 2018, à chaque fois, en fait, c'est un des services de collection de ce département qui accompagne de manière tour à tour, alternativement, l'artiste qui est choisi. En 2018, c'est le musicien NS DOS, qui était une figure de la scène électro-française, qui avait travaillé à partir des enregistrements sonores du Musée de la Parole et du Geste, qui avait été réalisé lors de l'exposition coloniale de 1931. Je ne sais pas ce qu'on voit à l'image, mais euh, on n'a pas le, il n'y a pas le. Ah, ouais. Ouais. Excusez-moi, je continue. Il n'y avait pas de toute façon d'image pour le travail d'Enes Dos, qui avait créé une œuvre musicale, à la fois en mêlant ses enregistrements des années 30 et puis des sons que lui-même avait enregistrés. L'année suivante, on avait accueilli Judith Guez, qui avait créé une œuvre de réalité virtuelle en vidéo 360 à partir d'un incunable des collections de la Bibliothèque nationale, Le Songe de Polyphile, et qui nous faisait un peu rentrer dans l'imaginaire de cet artiste. En 2020, ça a été la première résidence où l'enjeu était la création vidéo. C'est la cinéaste Anna Mardiano qui était venue, mais alors qui était là au moment, en fait, là vous voyez, au moment du confinement et de la pandémie. Elle a beaucoup exploré les collections à travers la bibliothèque numérique Gallica et en parallèle, elle était réfugiée à la campagne. Donc en fait, son travail, le film qu'elle a réalisé qui s'appelle Tout au Qui, est marqué finalement par cette exploration numérique et le rapport à la nature, puisqu'elle a fait tout un travail où elle fait une analogie entre le travail de la terre déjà par rapport à ce que fait aujourd'hui Bianca, vous allez le voir, et puis la manière dont les lombrics explorent, travaillent la terre et comme on peut travailler les collections patrimoniales et en tirer des choses nouvelles. Enfin, c'est un très beau film aussi. Après le travail d'Anna Mardiano, en 2021, on a reçu Nicolas Frise, qui a créé là aussi une pièce sonore à partir des archives, des archives parlées, en fait, d'une intervention du docteur Charcot
au sujet de la première expédition au Groenland. Donc on est quand même marqué aussi par l'exploration et le voyage. Euh, et, euh, et puis en 2022, là vous voyez, j'ai mis une photo du travail qu'a fait Laurent Gontier, qui a travaillé à une analogisation, c'est-à-dire que le jeu vidéo Meurtre en série de Cobra Soft a marqué en fait a marqué parce que c'était, vous voyez, une boîte avec tout un tas d'objets qui venaient en supplément au jeu vidéo pour résoudre une énigme. Et en fait, il a travaillé à une analogisation, à une restitution physique nouvelle du jeu lors de sa résidence. Donc, en fait, c'est cette manière un petit peu de vous montrer tout ce qui a été fait. C'est pour vous dire qu'à chaque fois, c'est un accueil qui est personnalisé et qui correspond à chacun des artistes. En l'occurrence, avec Bianca d'Acosta, ça a marqué aussi un autre moment de cette histoire de résidence numérique, puisque une année, c'était en fait un peu court pour permettre la création d'une œuvre, permettre aussi que l'artiste s'installe, comme c'est le cas pour Bianca, au sein des équipes du service vidéo et puis au sein de la Bibliothèque nationale. Et on a décidé avec le service des manifestations d'étendre la résidence de Bianca sur 2 ans, donc depuis l'automne 2023 jusqu'à la fin de l'année 2025 pour lui permettre d'une part d'avoir un budget de création qui soit plus important et puis pour lui permettre de ce temps de création sur du long terme, puisque je pense que Bianca va nous en parler ensuite. À son arrivée, elle a rencontré plusieurs départements, des départements spécialisés, des départements thématiques de la direction des collections de la bibliothèque, mais elle a aussi imaginé, en plus des documents, du tournage. Elle a à la fois tourné à la bibliothèque et au Brésil. Donc ça a permis aussi finalement de permettre d'accueillir une ambition artistique qui était beaucoup plus large. Et c'est donc dans ce cadre-là que Bianca a pu travailler. Et peut-être est-ce que Maud ou Bianca, c'est le moment peut-être de préparer le travail, de présenter le travail de Bianca? Oui, tout Oui. à fait. Merci beaucoup, Julie, pour la présentation du dispositif de résidence. Et donc, effectivement, Bianca, on va te présenter. Est-ce que tu préfères te présenter toi-même ou est-ce que tu veux que je dise 2 mots d'introduction? Euh, non, je peux me présenter moi-même, je pense. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis Bianca da Costa. Je suis une artiste brésilienne du Rio de Janeiro, née au Rio de Janeiro. Et j'habite en France depuis 2017. J'ai une formation justement en art visuel et aussi en scénographie. Et après, en France, au Frénoir, où je commençais à travailler plutôt les images et aussi court-métrage, installation, je travaillais déjà avant, mais bon, c'était plutôt toutes ces immersions sur l'image, sur les films aussi. C'était le moment que j'ai eu l'idée de mon premier court-métrage, ça s'appelle L'intérieur de la Terre, dans laquelle justement les films et les fruits d'extract de la terre, de la matière, ça parle aussi de la matière de la terre et comment le sol il garde une mémoire ancestrale qui raconte un peu la transformation de ce territoire par la déforestation de l'Amazonie et aussi ça raconte qu'il y a aussi une mémoire ancestrale qui a gardé par les peuples autochtones du Brésil. Donc dans le film représenté par le peuple Moura avec Marcia Moura qui vient pour raconter justement l'histoire d'exploration de ce territoire et comment la terre il a un pouvoir aussi de garder à la fois l'histoire de et à la fois aussi en mémoire ancestrale.
Donc, j'ai commencé à travailler justement des courts-métrages, des films. Je travaille beaucoup autour de, justement, entre nos relations avec l'élément naturel, aussi d'événements actuels qui parlent sur ces moments où on ne sait pas trop quoi faire avec la crise écologique et l'avancement sur beaucoup de questions politiques et écologiques. Et comment ces questions nous touchent à la fois et comment aussi repenser notre relation dans la Terre aujourd'hui, dans le monde. Donc, j'investigue un peu, ça dépend, je travaille avec beaucoup de médiums aussi parfois, ça dépend. Et donc, à la fin de ma formation au Frénois, j'étais invitée pour ces résidences à la BNF en 2023, début de 2024. Et pour moi, j'étais assez intéressée parce que c'était aussi directement un nouvel champ de recherche à partir des archives. C'est vrai que j'avais travaillé avec l'archive de la nature, mais l'archive physique et institutionnelle aussi par la bibliothèque en soi, même la question de l'institution aussi, c'était des questions pour moi. Et je pense que dans l'image que je fais un tournage à la BNF, en partie de tournage du film, et je joue un peu sur ça, sur les structures, sur l'architecture, parce que c'est aussi quelque chose. Et au début, je savais pas tellement. Bon, le début de la résidence, c'était aussi assez ouvert. Donc, c'était à moi de choisir les médiums et comment travailler, quelle archive utiliser. Et, et moi, comme j'avais, j'étais au fond du Frénois et c'était aussi une proposition, la résidence elle est venue aussi à partir du Frénois. Donc on a parlé de justement faire un partenaire avec les Frénois. Et tout de suite, pour moi, ça me donnait envie de faire un nouveau court-métrage. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris en post-production au Frénois quand j'ai eu une idée de faire un film. Et même parce que c'est le cadre parfait pour faire un film. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un court-métrage. Et on a justement, par des conversations, on a compris comment faire des partenaires, comment prolonger la résidence pour que ce soit possible de faire ça. Et c'est pour ça, ma résidence, elle a pris 2 ans. Et là, et j'ai commencé à faire des recherches dans des archives et vite, je suis tombée sur des archives d'exploration au Brésil, des voyages d'exploration. Et c'est vrai que tous ces univers que j'avais déjà vu passer, mais j'avais pas trop cherché, ou tous ces univers des images iconographiques entre la représentation du peuple autochtone, entre la représentation de végétaux et entre aussi la représentation du territoire par des cartes, comment ça se passait les voyages, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je commençais à faire beaucoup de recherches sur ces archives, justement du siècle 17, 18, des voyages d'exploration maritime qui arrivent au Brésil. Parfois, j'ai pris un prisme autour du Rio de Janeiro, qui c'est les voyages qui s'appellent les singularités de la France antarctique. Par tous ces fantômes d'essayer de créer un France antarctique à Rio de Janeiro, qui c'est chez moi. Donc, à la fin, les films que je prépare, c'est surtout autour du Rio de Janeiro et autour de ces voyages. Par justement l'idée de la baie de Guanabara, de comment arriver, comment ils sont choisis ou restés. Je pense que c'est un peu sur ça, les films, ils parlent justement de ces fantômes de la baie de Guanabara, de comment se relationner, comment arriver dans ce territoire. Et il y a une partie des images réelles que je viens de finir le tournage à Rio, qui raconte un peu la vie réelle. Donc, il y a un peu un paradoxe sur justement cette idée que j'étais beaucoup confrontée sur ces archives, sur ces bulletins de voyage, que c'est l'idée j'ai dit que c'est en fiction en fait. Donc, c'est comme si ce voyage, comment c'est raconté, c'est une histoire en fiction, c'est pas réel. Et c'est aussi où justement la frontière entre qu'est-ce qui c'est réel et qu'est-ce qui c'est fictionnel, il s'y brûle un peu. Et sur ces côtés
aussi sur les tropiques, sur sur les fantômes de quelque chose, sur l'idée de justement avoir un fantôme tropical, un peu sur ça. Et bon, ça c'est plutôt les films. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire une résidence à la mairie du 5e. J'étais déjà en résidence avec la BNF. C'était le moment que je me suis dit, parce que c'est vrai que ces images me touchent toujours et peut-être les investiguer aussi sur les formes d'installation ou sur des objets ou comment, justement, j'ai réfléchi beaucoup à comment on réécrit ces récits ou transformer, ou parler de la manière qu'on les voit, donc l'idée de déformation par des loupes, parce que ça parle un peu de ça, de comment on voit cette histoire, en fait, dans quelle perspective, où on s'y point pour regarder une histoire. Justement, j'ai eu l'occasion de réfléchir aussi sur ça et de développer des pièces plutôt installatives dans lesquelles je viens un peu recréer ces images, ou questionner, ou mettre en jeu ces séries qui sont des végétaux dans laquelle je viens confronter les savoirs scientifiques versus les savoirs organiques de la propre matière, des bioplastiques faites de farine de manioc, alors qu'on a des images qui représentent la manioc, qui représentent les végétaux du Brésil, et on est confronté à un savoir organique par la propre matière. Euh, je ne sais pas trop où je vais. Peut-être vous pouvez me directionner un peu parce que sinon je vais partir. Je ne sais Merci pas où. beaucoup, Bianca, c'est parfait. C'était une très Ouais. bonne entrée en matière. Et merci beaucoup. Je propose d'enchaîner du coup avec un extrait du film Intérieur de la Terre pour Ok. illustrer voilà, concrètement ce que tu viens de nous expliquer sur ton travail. Merci, Alors, parfait. Partage d'écran, Julie. oui, alors pour compléter, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure que le Frénois, cette école post-diplôme artistique à Roubaix-Tourcoing, est partenaire en fait, notamment cette année quand on a désigné Bianca d'Acosta, on avait travaillé avec le Frénois pour qu'il nous propose des jeunes diplômés de l'école pour qu'on puisse finalement que le comité de programmation de désignation de l'artiste à la BNF puisse faire son choix en fonction aussi d'artistes qui avaient un intérêt pour l'archive. Et c'est en voyant Intérieur d'Atera que on a choisi d'accueillir Bianca. Donc c'était important de le repréciser. Et l'extrait que j'ai préparé pour Intérieur d'Atera fait 4 minutes. Alors attendez, excusez-moi, je crois que j'ai oublié de partager le, le son. Voilà, c'est fait. Meus antepassados e antepassadas travaram uma guerra de 100 anos, utilizando todas as estratégias de guerra indígena para impedir a entrada dos colonizadores na Amazônia via Rio Madeira.
do pão, juro vai voar. Galho do pão, juro vai voar. Fica no farol. Aquilo que é denominado como desenvolvimento vem de cima para baixo, sem considerar a nossa existência. E tudo que fere a floresta, as águas e todos os seres que habitam esses espaços vem de fora e entra nas nossas entranhas, porque estamos interligados a tudo isso. Merci pour cet extrait. Voilà, bon. Voilà, c'est à la fois agréable et frustrant puisqu'on aimerait bien tout voir, mais C'est un très voilà. beau film. Euh, J'espère que vous aurez l'occasion peut-être de venir voir la présentation de la restitution de la résidence de Bianca en fin d'année 2025. On pourra peut-être le montrer à nouveau. voilà. Oui, en tout cas, juste ce que je voulais préciser, mais Bianca l'a déjà dit quand elle a présenté son travail, c'est vrai que l'idée dans cet extrait, c'était aussi de montrer à la fois l'attention à la terre, à la matière, comment aussi le film travaille ses vues aériennes et comment on est aussi perdu dans cette matière, à l'écoute des voix, et au fond même que ce dispositif introduit déjà quelque chose d'un petit peu magique aussi. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. Bianca, est-ce que on va, avant qu'on présente les sources sur lesquelles tu as travaillé, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire à propos des extraits sonores sur lesquels tu as travaillé à la BNF, en fait, le choix Ouais, ben, des les textes sons? sonores, j'ai pas trop choisi. En fait, j'ai fait une recherche. D'abord, j'ai appris à faire ces recherches. C'est vrai que c'était un peu, et ça, c'était aussi assez chouette. Et je remercie Julie et toutes les teams de la BNF, parce qu'il y a aussi ces moments dans lesquels moi, je commence à faire la recherche, je ne sais pas trop comment faire, ou qu'est-ce que je peux utiliser, ou comment les utiliser. Donc, c'est vrai que dans un moment, j'ai été mise en contact avec les sessions son. J'ai beaucoup écouté, mais j'ai pas trop pris la décision si à la fin je vais utiliser les archives sonores pour les films ou pas. Mhm. Et, Oui, et je oui, peux peut-être. Ouais, pardon. Juste peut-être pour préciser, parce que c'est vrai que les collections sonores de la BNF sont pas forcément très connues. En fait, elles sont très importantes puisque la collection sonore est la deuxième ou la troisième du monde. Il y a plus d'1,5 million de documents dans les collections. Et ce qui a été présenté notamment à Bianca, c'est à la fois les collections en matière de musique éditées, notamment à travers un don de l'ambassade du Brésil en France avec plus de 2000 disques micro-sillons, avec de la musique brésilienne de toutes les époques, de la musique populaire, classique, traditionnelle. Et puis une autre dimension très importante, c'est les archives. Les archives parlées, les archives sonores. On a beaucoup de chercheurs, d'ethnographes dans la lignée en fait des archives de la parole qui ont été créées à la Sorbonne au début du XXe siècle et qui sont des enregistrements d'abord à visée linguistique et puis petit à petit qui prennent une dimension ethnographique, ce qui a amené énormément en fait
de chercheurs, d'anthropologues à déposer leurs enregistrements à la BNF. Et parmi ces enregistrements, il y a beaucoup de choses qui ont été tournées, enregistrées au Brésil et en Amazonie. Donc, c'est ces fonds-là surtout qui ont été présentés à Bianca. Mais peut-être que c'est au moment de la post-production du film que tu vas revenir, Bianca, vers ces documents-là. Exactement. En fait, ouais, merci beaucoup parce que je sais que c'est une discussion, ça fait quelques jours et moi j'étais, waouh, c'est vrai qu'il y a les archives sonores. Donc, je me répète que c'est ça. Très bien. Merci à toutes les deux. On va passer à la présentation des fonds cartes et plans avec donc Olivier Loiseau. Merci, merci Maud. Donc Bianca s'est aussi très intéressée aux collections du département des cartes et plans, aux collections cartographiques, mais aussi photographiques en dépôt, les collections de la Société de géographie. Un tournage a eu lieu dans notre salle des Vélins, intégrant des documents très, très divers. Et donc c'est ce bref panorama que je voudrais vous présenter maintenant. Donc, un des, un des types de documents les plus utilisés par Bianca, c'est bien évidemment les cartes portulan, les cartes nautiques sur vélin. Donc cette carte est une des plus connues et c'est une des planches de l'Atlas Miller, Miller du nom de l'ancien propriétaire de cet atlas manuscrit, donc une cartographie portugaise du début du XVIe siècle, avec cette planche absolument fabuleuse sur le Brésil. Alors, ce document a toutes les caractéristiques de la carte portulan. On a cette mer qui est traversée par des lignes de rhumbe qui marquent les directions pour les marins, les roses des vents aussi, d'où partent ces lignes, ces vents. Euh, les caravelles hein, qui manifestent voilà, les voyages des Européens vers le Nouveau Monde. Et puis, d'un point de vue plus cartographique, on a cette toponymie côtière extrêmement détaillée qui est le fruit des observations hein, des marins. Donc là, il y a une dimension un petit peu scientifique qui est en contraste avec l'intérieur du continent, où là, c'est le monde de l'imaginaire, hein, c'est le monde de, de la fiction hein, dont parlait Bianca tout à l'heure. Donc là, on a cette scène extrêmement connue avec la collecte de bois, le bois rouge de Brésil qui a donné le nom au pays. Donc, voilà, ce type de document, effectivement, a vraiment très intéressé euh, Bianca. Euh, Diapo suivante. Donc, encore, là, on fait un bond d'un siècle avec cet autre portulan, une cartographie, là, cette fois-ci française, de l'école normande, Pierre Devaux début du XVIIe siècle, avec encore une fois un document extrêmement riche sur le Brésil et avec un document qui est une carte aussi portulan qui fait référence directement à un récit de voyage puisque apparaît là encore une fois cette mention de France Antarctique. Hein, je rappelle que c'était à l'occasion de l'expédition qui a eu lieu dans les années 1550-57, durant de Villegagnon, cette tentative des Français de s'implanter sur la côte du Brésil. Et parmi les membres de cette expédition, il y avait un certain André Tevet, dont on parlera Maud un peu plus tard. Donc là, on retrouve aussi ce même contraste entre les côtes, fruit d'une expérience, on va dire, scientifique du voyage, et puis l'intérieur du continent, où là, c'est le règne de l'imaginaire. Euh,
On retrouve aussi hein, sur le globe de Coronelli vous pouvez admirer dans le hall ouest hein, du site François Mitterrand, hein, globe terrestre réalisé par ce cartographe vénitien Vincenzo Coronelli, ces grands globes offerts au roi Louis XIV. On a dans cette partie du globe concernant le Brésil, on a aussi une scène avec une géographie, on va dire une géographie un peu fantasmée, avec ces scènes d'anthropophagie où l'on voit les personnages qui découpent des corps et tout ça. Donc, voilà. Euh, je veux bien la diapo suivante. Alors, je passe vite, hein, parce que après, si vous voulez des précisions. Mais donc, d'autres, les fonds, effectivement, sur le Brésil sont très riches. Peut-être des documents que Bianca n'a pas forcément intégrés dans sa production, dans ses recherches. Tout ce qui est du domaine des plans de ville, de la cartographie thématique, du découpage du territoire, hein, découpage par les frontières, découpage administratif. Là, en fait, les fonds sont très très riches du 18e, même peut-être avant, jusqu'au 20e siècle. Euh, Diapo suivante. Donc, un autre ensemble de documents qui a été intégré par Bianca dans ses travaux, c'est tout ce qui est la photographie d'exploration. Donc là, on fait un bond, on est plutôt dans le 19e, 20e siècle. Donc c'est le fonds de la Société de géographie qui est en dépôt au département des cartes et plans, cette société de géographie qui avait été créée pour l'encouragement des voyages de découverte euh, dans les régions du monde qui étaient encore à l'époque inconnues des Européens. Donc on n'est plus seulement dans la frange côtière du Brésil, on est à l'intérieur. C'est le temps de la découverte de l'ailleurs, le temps de la rencontre avec l'autre, hein. Donc, je mis deux exemples, deux photographies prises lors d'expéditions. Là, on est en pleine Amazonie. Euh, donc, voilà, c'est le temps, effectivement, où des voyages d'exploration vont à l'intérieur du Brésil pour diverses raisons. Euh, les questions des délimitations de frontières, mais aussi la curiosité géographique, mais aussi les ressources économiques à exploiter. Alors, pour la diapo suivante, là, un, un matériel tout à fait particulier qu'a étudié Bianca, c'est ce que rapportaient les explorateurs du terrain était souvent converti en vue sur verre, en positif de projection qui était utilisé par un appareil comme celui-ci, par une lanterne de projection destinée à illustrer des conférences à la Société de géographie. Donc c'est ces photos qui ensuite étaient diffusées auprès du grand public, qui permettaient de vulgariser, de diffuser les connaissances nées de l'exploration. Donc ces petits positifs sur verre ont été très euh, ont beaucoup intéressé Bianca dans ses travaux. Je veux bien la diapo suivante. Et en fait, mais là, je vais rapidement, Bianca pourra largement parler de son travail là-dessus. Ce qui l'a aussi intéressé, c'est c'est tous les dispositifs de médiation pour donner accès aux documents. Donc, c'est vrai que par exemple, ces plaques de verre nécessitent système de table lumineuse pour pouvoir
bien voir les images. Ce que, ce qu'a proposé aussi Bianca dans plusieurs de ces, notamment dans le tournage qui a été fait au Cartes et Plans, c'est la confrontation entre la carte et l'image, entre des documents d'époques très différentes, entre le réel, réel avec des guillemets quand même, de la photo et comment l'abstraction de la carte. Je trouve cette image assez belle à droite avec le fleuve cartographié et, et photographié. Et puis, dernière image aussi, je me souviens, Bianca, de ton intérêt pour tous les matériels, tous les dispositifs, le lecteur de microfilm, le lecteur de microfiches, le catalogue qui donne accès à la médiation numérique sur Gallica ou encore, ça c'est une de tes images, cette interface cartographique qui permet de ensuite se plonger dans de la cartographie. Là, pour le coup, c'est de la cartographie contemporaine, puisqu'on a aussi des fonds topographiques, la carte thématique produite par les grands instituts cartographiques brésiliens actuellement. Voilà, j'ai sûrement été trop long, mais voilà un petit peu un panorama des sources que Bianca a utilisées. Merci beaucoup, Olivier. C'était pas trop long, c'était très bien. Bianca, est-ce que tu souhaites réagir très rapidement ou bien je présente d'abord les récits de voyage et tu réagiras de façon groupée après? Oui, peut-être. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Oui, je peux réagir après à tout, mais c'est vrai que même moi, je vais oublier ces idées, qui pour moi, c'était intéressant, que c'était comment archiver et comment travailler l'archive. Donc, qu'est-ce qui fait archive, qu'est-ce qui s'est changé justement dans les processus aussi de quelque chose qui c'était obsolète, qui aujourd'hui est obsolète, mais il y a encore des archives qui sont. Donc, tous ces systèmes m'ont beaucoup intéressé aussi. Merci. Alors, on passe à présent à quelques récits de voyage européens. Je vous rappelle que vous en trouvez un certain nombre d'entre eux sur Gallica et puis contextualisés donc par les articles de spécialistes sur le site France-Brésil. Ici, vous avez une des pages qui leur est consacrée. Alors, ce que j'ai noté dans les récits utilisés par Bianca, eh bien, c'est comme Olivier l'a évoqué, André TV, Les singularités de la France antarctique, paru en 1558. André TV, donc un franciscain qui est l'aumônier de Villegagnon et qui donc voilà, séjourne sur l'île euh, baptisée Coligny, qui se trouve en face de Rio de Janeiro. L'intérêt enfin, essentiel de cette œuvre, c'est les 41 bois gravés en fait, voilà, qui l'accompagnent et dont vous voyez à gauche une reproduction que vous retrouvez donc sur Gallica. Et le récit de voyage de TV, il est considéré comme euh, moins intéressant avec la postérité en fait que celui de Jean de Léry, donc qui est un de ses camarades qui va voyager plus tard et qui lui a fait une histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, hein, qui paraîtra en 1578. Il est resté plus de temps au Brésil. Il rejoint la colonie française en 1557 et il est le témoin, d'une part, de la précarité de l'alliance entre les Français et les Tupinamba, dont le chef est Kougnam-Bébé, et puis aussi de la mésentente entre catholiques et protestants sous la conduite de Villegagnon, qui mènera d'ailleurs à la dissolution de cette colonie. Il rédige donc ensuite à son retour de France, en France, pardon, ses mémoires. Il consigne ce qu'il a pu percevoir voilà, des mœurs autochtones, notamment le cannibalisme, et dans une œuvre que Lévi-Strauss qualifiera plus tard de bréviaire de l'ethnologue. Vous voyez ensuite au centre un extrait d'une lettre de Peter Wilhelm Lund sur sa découverte d'hommes fossiles au Brésil.
qui date de 1844, rédigé depuis Lagoa Santa. Donc Lund, c'est un paléontologue et botaniste danois, né au début du 19e siècle à Copenhague, qui s'installe dans le Minas Gerais, donc sud-est brésilien, dès 1833 pour, euh, pour des raisons de santé. Voilà, il y reste et il y mourra en 1880. Il s'intéresse à la paléontologie des grottes du Minas Gerais notamment, un État qui est grand comme la France, hein, soit dit en passant. Il met à jour le site de Cerca Grande et il correspond donc avec la Société royale des antiquaires du Nord, qui est basée à Copenhague, en français, on est au 19e siècle, voilà. Et cette correspondance est conservée par la Société nationale de géographie, ce qui explique la présence dans les fonds conservés à la BNF. Dans cette lettre, il indique avoir visité plus de 800 cavernes à la recherche d'ossements humains et les trouvailles qu'il fait l'amènent à modifier la datation de l'occupation par les premiers êtres humains voilà, sur ce territoire brésilien. Sur la droite, vous voyez la page de titre du recueil Americae de l'illustrateur Théodore de Brie. Qui est un ensemble de cartes, illustrations, représentations de Cap et de Massu Tupinamba données par des peuples autochtones aux Français en signe d'alliance. Et cet ouvrage se veut la somme de toutes les représentations accumulées au XVIe siècle par les Européens et une synthèse des récits de navigateurs. Au centre, là, donc, vous trouvez une édition contemporaine donc, du texte de Jean Deléry, sur laquelle s'est appuyée Bianca. À gauche, vous avez Au pays de l'or et des diamants du docteur Latteux. Je pense que c'est une œuvre moins connue. Il s'agit d'un exemplaire unique donc, du docteur Paul Latteux, qui était né en 1840, mort en 1916, médecin et collectionneur de minéraux, qui part en mission en 1909 pour le compte de l'Université de Paris en tant que chef de laboratoire à la faculté de médecine pour faire des recherches sur les roches volcaniques. On suit donc son itinéraire, il s'agit de son récit de voyage depuis Bordeaux jusqu'à Rio de Janeiro. Il passe par Lisbonne, il passe par Dakar, les Canaries, il arrive au Pernambouc, ensuite il descend Bahia, Rio. Son journal de bord est composé de nombreux collages avec des photographies, des cartes postales, mais aussi, voilà, c'est le récit de ce qu'il découvre et puis de certaines déconvenues, comme le mal de mer, comme les difficultés de communication lorsqu'on ne parle pas les langues autochtones, et voilà, des découvertes qu'il peut faire, qui l'émerveillent, les baleines au large de Bahia. Il y a de nombreuses descriptions de la faune et de la flore. Les rencontres aussi qu'il peut faire, notamment avec des ingénieurs. Les conférences qu'il donne sur le paquebot, puisqu'il y a du temps évidemment qui s'écoule entre l'Europe et l'Amérique. Et il y a tout un chapitre consacré à des généralités sur le Brésil, sur Rio, sur la région Amazone. C'est un texte que vous pouvez retrouver sur Gallica. Et puis, enfin, à droite, l'Amazonie disparue, Indien et explorateur, 1825-1930. Alors là, on est sur quelque chose de très contemporain, hein. C'est un livre qui est paru en 2005, qui revient sur les grandes explorations photographiques, notamment sur les voyages des explorateurs connus que sont Jules Crevaux, Henri Coudreau et Jean Chaffanjon. Chaffanjon, pardon. Il faut noter que sur le site France Brésil, il y a un article qui est consacré à ces trois explorateurs de Nathalie Joland. Et puis, ce livre vient dans un second temps sur l'exploitation de l'Amazonie, notamment voilà, tout ce qui est EVA, caoutchouc, chemin de fer, télégraphe. Donc ça, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis, ça revient, et j'imagine, mais Bianca me dira si j'ai raison ou pas, ce qui l'a principalement intéressé, il revient sur les représentations de l'Amazonie depuis les premiers récits de voyageurs européens, reprenant notamment, commentant l'iconographie de Théodore de Brie.
pour terminer cette très rapide présentation, juste signaler qu'il existe un atlas dos viajantes, donc en portugais, sur le site de la Brasiliana. Je vous ai mis le lien dans le chat et qui est en fait un outil très intéressant qui permet de retracer le parcours de nombreux voyageurs européens au Brésil avec une partie de leurs sources littéraires qui est indiquée. Et voilà, la Brasiliana est un des partenaires du site France-Brésil. Je m'arrête là, j'ai vraiment l'impression d'avoir balayé très rapidement voilà, les sources et bien sûr, il doit y avoir beaucoup d'autres choses et je laisse Bianca nous préciser voilà, son exploration au sein de la BNF. Oui, merci Maud. Euh, oui, c'est vrai que j'étais un peu intéressée par toutes les archives entre voyages d'exploration, qu'est-ce qui s'est raconté, comment, c'était un peu en question peut-être, qu'est-ce que la bibliothèque elle raconte aussi du Brésil et qu'est-ce qui s'était raconté par l'Europe autour du Brésil. J'ai un peu fait des recherches un peu comme ça. J'ai regardé aussi, il y avait des archives aussi audiovisuelles qui, dans un moment, j'ai fait aussi des recherches. Et, et ça m'intéressait d'une manière générale. C'était trop. Aujourd'hui, j'ai resté sur des archives spécifiques. Mais toujours quand ça me revient des images, je dis oui, c'est vrai que c'est bouquin du Brésil, de l'or et de diamant, il était trop bien. Je n'ai pas travaillé avec lui à la fin, mais c'était assez intéressant. Je pense de toute manière, les archives de la bibliothèque, pour moi, vont rester toujours intéressants à partir d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez des questions peut-être pour un peu... Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Dans le chat, je vois des choses, mais qui ne sont pas des questions directes à Bianca. Moi, je me demandais, j'étais assez curieuse, en attendant que les questions arrivent, hein, mais bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre. J'étais assez curieuse de savoir comment tu as travaillé à la BNF. Est-ce que tu as tenu un journal de bord? Est-ce que tu as pris des notes sur ce que tu faisais? Ou bien est-ce que tu te souviens de tout et tu préfères laisser infuser, en fait, et puis après que ça repasse dans ton travail directement? Non, j'ai pas, je dirais que j'ai pas un journal de bord hyper organisé, mais j'ai des carnets. Chaque recherche et chaque chose. Après, tous les systèmes de la BNF entre Gallica, ça marche toujours parce que ça enregistre les jours que j'ai vu cette archive, à quelle heure. Donc, ça m'aide beaucoup. Je reviens toujours sur mes commandes online et je sais, ah non, ok, c'était ça. Puisque retenir c'est beaucoup d'informations et justement, euh, c'est une manière de chercher aussi. Donc, c'est vrai que j'ai des carnets, j'ai beaucoup de photos et je travaille beaucoup avec, voilà, téléphone, toujours. Je fais des tests de vidéos, des images, même les images qu'Olivier a montées, c'est moi. Toujours, j'ai testé un peu. Et je crois que l'idée d'archive aussi, comme je manipule, qu'est-ce que ça donne, c'est quelle couleur, c'est quelle dimension, ou comment c'est l'image de ces archives. Donc, je revenais souvent sur, justement, quand je venais en carte et plan, je revenais souvent dans la salle d'exposition et on me questionnait, je pense que ça peut être intéressant de tourner les portulains qu'il y a ici, présentés comme ça. Donc, j'ai testé avec mon téléphone. Euh, et tout ça, j'ai organisé dans des fichiers dans lesquels je séparais. Et dans un moment, je commençais à faire des tri, genre quel type d'archives ça reste pour maintenant et quelle recherche ça va être peut-être pour un avenir. Donc, c'était un peu comme ça que je m'organisais entre des carnets de notes dans lesquels j'étais toujours, OK, c'est ça que j'ai ressenti, il y a ça dans ces archives, qu'est-ce qui c'était intéressant pour moi. Et après, avec des photos, et un peu comme ça. Très bien. Alors, j'ai une autre question, si personne, s'il n'y a pas de réaction. Là, c'est plus sur tes inspirations artistiques.
les films que j'ai pu voir de toi, ils m'ont fait en partie penser au film de Patricio Guzman, le chilien, Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre, qui mêle voilà, l'exploration à la fois d'une matière très concrète, je pense par exemple au désert d'Atacama, et puis qui mêle l'histoire aussi de ce territoire, puisqu'on sait que dans le désert d'Atacama, il y a aussi bien les télescopes voilà, pour les recherches astronomiques, mais il y a aussi les ossements des disparus de la dictature, enfin bref, voilà ce genre de lien. Est-ce qu'il fait partie de tes sources d'inspiration ou pas? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent? Mhm. Oui, il a fait beaucoup de sources d'inspiration. Je dirais pour mes deux projets au Frais Noir, Intérieur de la Terre, et après je fais aussi une installation autour de l'eau. Et c'est vrai que c'était aussi une inspiration et même l'idée justement des dimensions et de l'univers et comment les choses sont petites, les choses sont grandes. Je pense que c'est l'idée d'échelle, comment on comprend, comment on ressent euh, ces questions. Et d'où on regarde aussi l'idée de point de vue, de perspective, de déformation des voix. Je pense qu'il y a ça, bien sûr. Et, et je dirais que pour le... Ouais, il y a aussi les propres là pour la BNF. C'est vrai que l'histoire, les récits, les images, elles ont un pouvoir d'inspiration assez fort pour moi, pour tous ces projets que je développe. Merci. Alors, dans le chat, Héloïse Conesa, chef du service photographie de la BNF, nous indique que donc le travail photographique de Bianca da Costa a intégré la collection de photographie brésilienne contemporaine du département des estampes et de la photographie avec 5 tirages de 2 séries, dorsale, Amazonie 2022, tirage argentique, dimension variable, Madeira queimada, corte fresco e cinzas. Bois brûlé, fraîchement coupé et cendres de 2022, série de photographies, voilà, scanning, électron, microscopie, dimension variable. Et puis Julie Guillaumeau se proposait de nous montrer quelques images du tournage de Bianca. Oui, en fait, Bianca nous a adressé un diaporama il y a quelques jours où on voit des images qu'elle a tournées à la bibliothèque, enfin, en tout cas des photogrammes. Et donc, je pense que Ouais, c'est intéressant de pouvoir vous les montrer. ouais, je pense aussi. Merci, Julie. Ah, alors, si tu veux les commenter, peut-être, Bianca. Oui. Bon, d'abord, je voulais vous dire désolée, parce que c'est vrai que je suis rentrée du Brésil aujourd'hui, et c'était un peu pour préparer aujourd'hui, je ne pouvais pas tellement. Ces documents, j'ai utilisé pour une autre chose, mais je trouvais comme c'était le premier moment de ma vie que j'avais travaillé ces images pour montrer à quelqu'un ou quelque chose. Et je me suis dit, bon, peut-être pour le webinaire, ça peut être intéressant. Merci. Et bon, ça montre parce que je pense que personne n'avait vu ça, même Julie ou Olivier. Je n'ai pas commencé la post-production, donc je n'ai pas commencé à monter, mais ce sont des images qui représentent un peu qu'est-ce qui s'était tourné à la BNF, qui parle beaucoup de justement, dans laquelle je ramène un peu cette idée en fiction, comment la bibliothèque en soi, elle est un peu en architecture fictionnelle. Donc j'ai Iris, qui c'est la comédienne qui joue, qui c'est pas tellement une comédienne, c'est juste une chercheuse, qui est toute seule et qui investigue ses archives. Et elle vient justement les regarder, les déformer, les transformer. Donc, il y a l'idée de superposition, il y a l'idée de comment on voit à travers les choses, elle dessine sur des archives aussi. On avait ces tables lumineuses avec des images imprimées en calque. Et il y avait des moments aussi qu'elle a dessiné sur des archives. Il y a l'idée de superposition, comme Olivier l'avait mentionné. Et pour moi, ça parle aussi de cette idée, justement, comment on voit à travers les archives. Donc là, différentes manières de les voir, que ce soit dans un borne électronique, si on dit comme ça, en borne qui c'est au musée, et toute cette idée de comment on fouille, comment on les regarde et comment on les cherche. C'était un peu l'idée de la tournage
à BNF, je tournais à Richelieu et aussi à Bercy. Et il y a toute cette idée aussi les types différents d'archives, les machines qu'on utilise pour les voir, comment on peut aussi recréer des machines des points de vue avec justement l'idée de la loupe et la déformation. Et tout ça pour raconter un peu, il va y avoir un voix off qui c'est justement ça ramène un peu une idée un peu fictionnelle sur cette histoire, comme si on était en train de rentrer dans un voyage fictionnel en fait. Et je sais pas si vous avez des questions. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Bon, voilà, il y a dans le chat une réaction les images sont merveilleuses, donc je retransmets. Vous avez aussi dans le chat donc l'adresse du site internet de Bianca d'Acosta, hein, que vous pouvez consulter. Et puis bah, notre séance s'achève. Voilà, je remercie une nouvelle fois l'ensemble des participants et intervenants. Et puis vous dire que donc le 2 mai, nous, nous serons là à nouveau en ligne et que voilà, si vous avez envie de poursuivre les explorations à la fois dans les collections de la BNF et puis sur le vaste territoire brésilien, eh bien voilà, nous serons en présence d'anthropologues et de notre collègue des manuscrits, Anaïs Dupuy-Olivier. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne Merci. après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était Très très vite. bien. Merci Maud, merci Grand Bonne merci. journée. Merci Bonne Maud. journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à vous. Maud. Merci. Merci. Ciao, ciao. Mm.